Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et RFI. Nous prenons tout de suite la direction de la Géorgie, petit pays du Caucase de 4 millions d'habitants, en partie occupé par l'armée russe depuis 2008. Un pays en ébullition avec des manifestations monstres contre l'adoption de la loi dite sur l'influence étrangère par le Parlement. Une loi calquée sur une autre adoptée d'ores et déjà à Moscou, alors qu'il a obtenu en décembre dernier le feu vert pour son statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Ce pays est regardé de très près par ses partenaires désormais. Même le veto de la présidente de Géorgie ne semble pas de nature à infléchir le gouvernement du parti Rêve géorgien, la formation du milliardaire Bidzina Ivanishvili. Et nous recevons pour en parler, eh bien justement, cette présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous depuis Tbilissi, la capitale de Géorgie. Vous êtes une présidente très opposée à cette loi. Alors le texte, rappelons-le, impose à toute ONG ou à tout média recevant plus de 20% de son financement de l'étranger de s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant des intérêts d'une puissance étrangère et se soumettant à un contrôle administratif. En quoi c'est bien dangereux pour votre démocratie ? Parce qu'on a vu les effets d'une loi identique, avec la terminologie identique telle qu'elle a été appliquée en Russie, et l'effet que ça a produit sur la société civile, les organisations non gouvernementales, les médias qui pratiquement n'existent plus. Alors ça n'est pas le cas de la Géorgie qui n'est pas la Russie, et donc c'est pas aussi facile. On a une résistance et une résilience un peu différentes, mais c'est la direction qui est prise par cette loi, qui a été présenté, il faut le noter, l'année dernière déjà, qui a déjà l'année dernière provoqué des manifestations de masse, qui a provoqué déjà l'année dernière des réactions extrêmement négatives de tous nos partenaires européens, l'organisation de l'OSCE et de l'ODIHR, et tout ça a provoqué le retrait de la loi l'année dernière, et la promesse par le Premier ministre de dire plus jamais cette loi, on a compris qu'il ne fallait pas, etc. On obtient en décembre le statut de candidat que nous octroient nos partenaires européens. C'est la liesse et l'enthousiasme dans la population, tout le monde fête, et 2 mois après, tout d'un coup, sans prévenir, le gouvernement remet cette loi, rejette ce pavé dans la mare qui est quelque chose qui est une provocation à la polarisation et une espèce de brûlot en quelque sorte, parce que tout le monde sait ce que ça a déjà provoqué. Et surtout, c'est fondé et c'est en parallèle avec une rhétorique extrêmement anti-occidentale, anti-européenne, qui ressemble beaucoup à la rhétorique du Kremlin. Les agents, tout le monde est agent de l'étranger, tout le monde travaille pour quelqu'un, tout le monde est financé, tout le monde veut la révolution, tout le monde veut un deuxième front contre la Russie, tout le monde est soupçonné de tout. C'est la grande théorie de la conspiration qui est proposée par le président du Rêve géorgien, M. Ivanishvili, dans un grand discours fleuve le 29 avril, qui est repris ensuite par absolument tous les leaders du gouvernement et du parti, et qui ensuite adopte cette loi par un vote absolument monolithique de l'ensemble du parti. Il n'y a pas une voix qui manque. Oui, alors justement, le parti du Rêve géorgien est passé en force au Parlement le 14 mai dernier avec ce vote. Ce vote a donné lieu à des manifestations impressionnantes à travers toute la Géorgie. Des leaders étrangers qui viennent sur votre sol avertir du désaccord des Européens et pourtant cela n'a pas fait reculer le gouvernement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut leur demander. C'est la grande question. Pourquoi à un moment de progrès sur la voie européenne, que nous avons un certain nombre de réformes très importantes à prendre très vite pour pouvoir obtenir l'accession aux négociations. À ce moment-là, cette session parlementaire est utilisée non pas pour aller dans ce sens, mais pour au contraire jeter un espèce d'obstacle artificiel sur la voie de l'accession à l'Union européenne. Et c'est ça la question que posent les manifestants, c'est ça la préoccupation, c'est ça l'indignation. Il n'y a pas que cette loi, il y en a plusieurs autres, mais celle-là est devenue une espèce de centre focal de l'attention. Pourquoi est-ce que les autorités choisissent la voie de l'affrontement, la voie de la polarisation,
la voie de la provocation de leur société, parce que c'est même pas un affrontement de deux parties de la société. 80% de la société géorgienne veut son avenir européen et n'est pas prête à y renoncer. Et d'ailleurs, il est très intéressant de voir que derrière le narratif très russe, l'Occident veut nous renverser, l'Occident est l'origine de tous les maux. Derrière cela, il y a un codicile qui est ajouté depuis quelque temps, mais nous arriverons quand même à faire entrer la Géorgie dans l'Union européenne, dit le rêve géorgien, dit le gouvernement. Ça veut dire qu'ils ont simplement fait leur propre regarder leurs propres électeurs, leurs derniers supporters, le dernier carré Fidel, et ils ont constaté que là aussi, les gens ne veulent pas se voir privés de l'avenir européen et ne veulent pas voir le pays privé de son avenir européen ou de ses visas, tout ce qui va avec d'ailleurs. Regardons ce qui va se passer. Vous pouvez utiliser votre droit de veto contre ce texte et vous avez dit que vous vouliez le faire, mais de toute façon, il peut être quand même rejeté ensuite par la majorité au Parlement. Il n'y a pas de solution institutionnelle en tant que telle. Des solutions institutionnelles, il y en a si les autorités, comme elles le prétendent un petit peu dans les dialogues non publics, il y en a s'ils veulent faire une concession. Ils ont reculé l'année dernière, mais ils ont menti. Donc, ils peuvent encore jouer. Et par exemple, quand mon veto sera proposé, ils pourraient ne pas réagir au veto immédiatement. Laisser cette loi, en quelque sorte, comme une épée de Damoclès qui pendrait au-dessus de la société civile, mais sans acter sur le veto, c'est-à-dire sans recourir au vote majoritaire qui rejetterait le veto. Ils peuvent aussi reprendre la loi. Ils ont beaucoup d'armes en leurs mains. Moi, je n'en ai qu'une, qui est le veto, et qui a une portée extrêmement symbolique. Tout le monde sait très bien que ce veto est un veto politique, c'est un veto symbolique, mais ils veulent que l'expression dans la rue de ce que la population a dit, c'est-à-dire nous voulons sauver notre avenir européen, soit aussi dit à un niveau institutionnel par la présidente, et c'est ça que je vais faire. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi que la Constitution, qui est un article qui impose à toutes les institutions étatiques de faire tout ce qui est en leur possible pour favoriser l'avenir européen et la marche vers l'Union européenne, m'impose à moi aussi cette action qui est de bloquer tout ce qui va à l'encontre, en revanche, de la voie européenne de la Géorgie. Donc c'est ce que je ferai. Une partie de ces manifestants aussi appellent à des sanctions occidentales. Que peut faire l'Union européenne? Qu'est-ce que vous attendez, j'ai envie de dire, comme réaction de l'Union européenne? Alors moi, je dis très clairement que sur la question des sanctions individuelles, je ne me prononce pas parce que je n'ai jamais vu nulle part un président se prononcer sur des sanctions individuelles envers qui que ce soit. Je suis la présidente de tout le monde. En revanche, je pense que l'Union européenne a un devoir de clarté aujourd'hui. Elle doit se prononcer à côté, et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les ministres qui étaient présents à Tbilissi, les parlementaires qui sont venus, elle doit soutenir une population qui est très clairement pro-européenne et qui défend son avenir européen. Deuxièmement, elle doit se porter en désaccord, critiquer et très fermement et très radicalement les déclarations et le discours politique des dirigeants. Il faut leur dire c'est terminé ou alors on n'a pas le moyen de se parler. C'est pas possible d'avoir ce double langage qui est d'un côté je vous assène de toutes sortes de critiques et d'insultes, et il y avait des insultes, y compris par le président du Parlement géorgien envers les parlementaires présents à Tbilissi, notamment le représentant du Bundestag. Ce n'est pas possible d'avoir ces deux langages, donc il faut qu'ils choisissent. Troisièmement, il faut être très clair sur ce qui va arriver ensuite. C'est-à-dire qu'il faut laisser la population géorgienne choisir son avenir dans ces élections qui sont à notre porte le 26 octobre et qui seront de facto une forme de référendum. Si elle confirme qu'elle veut son futur européen, et à ce moment-là, l'Union européenne réagira comme elle le souhaite et comme elle le pense et comme elle le doit. En revanche, si jamais, ce que je ne crois pas, mais si jamais la population géorgienne faisait une décision dans un autre sens et disait finalement je ne suis pas si sûr de ce que ça, de mon avenir européen et de vouloir le défendre à tout prix, à ce moment-là, tout est justifié. Les sanctions
sur le pays comme sur la Géorgie, c'est-à-dire l'arrêt de la pose de la candidature ou d'autres choses. Jusqu'où peut aller le rêve géorgien qui, vous le disiez, a remis quand même sur la table cette loi qu'il avait abandonnée? Est-ce que vous croyez à la possibilité d'un scénario similaire à l'Ukraine en 2014, puisqu'on voit justement des manifestations qui sont réprimées de façon importante et qu'il y a un rapprochement effectivement avec la rhétorique russe? Il y a un rapprochement avec la rhétorique russe, mais les rapprochements et les comparaisons avec des situations très différentes ne sont jamais raison. La situation de la Géorgie est très différente de l'Ukraine à l'époque. Personne ne sait jusqu'où peuvent aller les dirigeants du rêve géorgien qui semblent être enferrés dans une espèce de fuite en avant. Et la réponse à cette fuite en avant, nous l'avons. Ce sont les élections, c'est des élections référendaires dans le calme. Moi, ce que je veux absolument noter, c'est que la population est absolument pacifique, que toutes ces manifestations sont des manifestations pacifiques, où il n'y a pas une voiture brûlée, il n'y a pas une vitrine qui est volée en éclats, il n'y a aucune violence parmi les manifestants, il n'y a même pas de violence verbale de la part des manifestants. Et c'est très intéressant, je viens de rentrer cette nuit sur les réseaux sociaux, sur l'un des groupes de ces jeunes qui sont un peu les organisateurs spontanés de ces manifestations. Et à la différence des réseaux sociaux que moi je connais en Europe ou même ici, il n'y a aucune insulte, aucune violence verbale. Tout ça est dans l'organisation, les idées nouvelles, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut parler à nos amis en Europe, leur demander de nous envoyer des petites vidéos. Beaucoup de créativité, très peu de violence, absolument pas de confrontation. Alors il y a de la violence de la part des forces spéciales et non pas des forces de police régulières qui sont là de façon assez inutile parce que rien ne le justifie. Une demande à nos amis européens qui est de demander aux dirigeants de façon très très ferme d'appliquer ce qu'ils prétendent faire les standards européens, qui demandent à ce que les forces spéciales soient identifiées par des numéros, de façon à ce qu'il puisse y avoir des enquêtes quand il y a les cadres et les vidéos que l'on a vues où les gens jetés à terre sont violentés d'une façon qui est inacceptable dans un pays qui est, se veut et restera démocratique. Salomé Zourabichvili, d'autres lois, vous l'avez dit, qui marquent une dérive autoritaire, une modification du Code des impôts qui autorise à rapatrier les fonds déposés à l'étranger et permet de les soustraire à des sanctions occidentales. Ça, c'est une loi pro-oligarque en quelque sorte. On a la loi russe qui est soi-disant destinée à introduire de la transparence sur les financements des organisations non gouvernementales qui sont financées par nos amis et partenaires. Et cette loi qui a été passée en catimini pendant qu'il y avait les manifestations autour de la loi russe, en procédure d'urgence, en 48 heures, sans explication de l'impact sur le budget, sans examen dans les différentes commissions. Et c'est une loi qu'on peut appeler une loi Ivanishvili ou une loi oligarque, mais qui peut être aussi utilisée plus largement par les gens qui sont menacés, sanctionnables, je dirais. Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent rapatrier leurs fonds en Géorgie, créer très facilement ici une société qui reçoit non pas seulement les fonds, mais plutôt les capitaux mobiliers transférables des œuvres d'art et pour ceux qui ne sont pas encore sanctionnés, ça peut être des flux financiers. Tout ça, c'est absolument pas transparent. Les lois d'application doivent être prises par le ministère des Finances dans l'obscurité la plus totale. Et pendant ce temps-là, les autorités nous parlent de transparence vis-à-vis d'organisations qui existent depuis 30 ans dans le pays et qui nous ont aidés à nous développer et à développer la démocratie en Géorgie. Voilà. Et d'ailleurs, le milliardaire Ivanishvili, dont la fortune est estimée à 1/5 du produit intérieur brut de la Géorgie. Effectivement, vous disiez, est-ce que c'est une loi Ivanishvili? On parle évidemment d'un autre sujet qui a beaucoup secoué l'Union européenne, à savoir sur son sol un attentat d'un tireur isolé contre le Premier ministre slovaque Robert Fico. Les Européens ont exprimé leur soutien. De quoi cette tentative de meurtre est-elle le signe ? Le signe de la violence politique qui existe dans tous nos pays, particulièrement
en Europe, aux États-Unis, dans tous les pays démocratiques. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que ce sont dans les pays où les gens peuvent normalement s'exprimer, ils peuvent s'exprimer à la fois publiquement, dans la rue, manifester, et ensuite s'exprimer dans les urnes. Et c'est dans ces pays-là que tout d'un coup, cette violence politique est en train d'émerger alors qu'elle n'a pas lieu d'être. Alors elle est évidemment alimentée par ces réseaux sociaux qui sont anonymes, et l'anonymat facilite tout, et la brutalité de l'expression de cette violence verbale qui ensuite se transforme en violence politique. Donc c'est très grave, c'est très dangereux. L'Union européenne nous dit dépolariser, dépolariser, et ma réponse c'est toujours de dire je ne sais pas exactement quels sont les instruments de la dépolarisation, et personne ne les a encore inventés. Je crois que c'est dans la responsabilité des leaders eux-mêmes, et c'est pour ça que je trouve, si je reviens à la Géorgie, que je trouve le discours des dirigeants du rêve géorgien extrêmement grave, parce que la brutalité de leurs discours, leurs attaques contre l'opposition, contre la société civile et contre nos partenaires étrangers, est du même acabit que de ce qui génère ensuite des théories de la conspiration. Et les théories de la conspiration, ensuite, on sait, on a l'expérience historique de savoir jusqu'où ça peut aller. Donc tout le monde, devoir de vigilance et devoir de responsabilité, en particulier des gens qui sont en responsabilité. Merci Madame la Présidente, merci Salomé Zourabichvili.